Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. On va parler des révolutions du travail, quelque chose que vous connaissez peut-être pas tous. Alors, certains d'entre vous ne sont pas encore rentrés dans le monde du travail. Si je vois les visages très, très jeunes, beaucoup sont étudiants. Puis il y en a d'autres peut-être qui ont passé cette époque du travail aussi. Il y a tous les âges. Ces révolutions, elles sont de plusieurs ordres, technologiques, c'est évident. Les smartphones, les ordinateurs ont transformé notre vie quotidienne, mais aussi notre emploi. Les robots, on en parlera. Le Covid est passé par là. Il y a eu de plus en plus de télétravail. On a parlé même aussi de grandes démissions. Alors on verra si c'est réel en France ou si c'est quelque chose qui est réservé à certaines zones du monde. Et puis évidemment, je pense que la plupart d'entre vous qui êtes très jeunes a cette préoccupation du climat, et donc ça aussi, ça a des répercussions sur la façon de travailler et la façon surtout de choisir son emploi. Pour parler de ça, j'ai avec moi Hélène Garner, donc c'est dans l'ordre d'intervention à ma gauche, qui est directrice du département Travail, Emploi, Compétences à France Stratégie, donc une grande institution indépendante, mais qui travaille auprès du Premier ministre, c'est bien ça. Pierre-Noël Giraud, qui est professeur d'économie à Mines Paris Tech, mais aussi à Dauphine. Ensuite, nous entendrons Olivier de la Clergerie, qui est directeur général de LDLC. Alors, LDLC, c'est une entreprise qui vend notamment du matériel de haute technologie. Et puis Guillaume Delautre, qui est responsable technique au département politique emploi au Bureau international du travail. Alors on démarre tout de suite. Alors avant de démarrer, je vous rappelle, je crois que c'est écrit, oui, que vous pouvez, ça a disparu, non, ça revient, 07 67 77 62 22. Si vous pouvez poser votre question, et évidemment, on essaiera d'y répondre avant la fin de cette intervention qui est prévue à 12h30. On démarre avec Hélène Garner, donc, qui, à France Stratégie, a imaginé ce que pourrait être dans les 10 ans à venir le travail et comment il va changer. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Et donc je vais vous parler effectivement aujourd'hui, nous, d'un travail qu'on a conduit à France Stratégie. Donc France Stratégie, c'est un organisme rattaché au Premier ministre, comme l'a dit Monsieur Chapelle. C'est l'héritier du Commissariat général au plan, peut-être dont certains se souviennent, qui avait été donc créé dans l'après-guerre pour organiser la reconstruction de la France, et notamment la question de la planification. Et puis au fil des années, la planification petit à petit a été de moins en moins pertinente, et on a vu à l'occasion du Covid, de la transition écologique, revenir ce thème de la planification, et donc on retravaille à nouveau sur ces enjeux-là. Donc dans notre ADN, on a toujours gardé la dimension prospective dans nos travaux. Et donc moi, sur les sujets, sur le champ sur lequel je travaille, dans les questions de travail et d'emploi, on mène régulièrement avec le ministère du Travail un exercice de prospective à 10 ans. Donc on essaye d'anticiper la manière dont les principales mutations qui traversent le marché du travail vont affecter l'évolution des métiers. Donc c'est intéressant pour vous qui allez entrer pour une partie du public dans la vie active sur le marché du travail. Ça donne des indications sur les métiers qui vont croître, les métiers qui vont décroître en fonction justement d'un certain nombre d'hypothèses, dont ces grandes mutations que sont la numérisation de l'économie, mais aussi la transition écologique. Le Covid, évidemment, qui a transformé une partie de nos manières de travailler, notre rapport au travail, mais aussi les déplacements. Voilà, donc ça, on a intégré toutes ces hypothèses dans un modèle, et puis donc on a essayé de dessiner à l'horizon 2030, donc ça s'appelle les métiers en 2030, quelles seront les grandes tendances du marché du travail. Et donc tout ça est disponible sur le site de France Stratégie, bien sûr. Je vous donne juste quelques éléments du type d'informations prospectives qu'on peut en tirer.
Donc à l'horizon de 10 ans, on estime à peu près 1 million d'emplois qui seront créés. Donc 1 million d'emplois qui seront créés principalement dans les métiers qualifiés, donc occupés par des diplômés du supérieur. Donc ça, c'est une tendance qui était évidemment amorcée depuis longtemps, hein, d'une montée en qualification des jeunes qui sortent de formation initiale et donc des emplois qui seront occupés. Les métiers qui seront les plus dynamiques, c'est à la fois les métiers qualifiés, notamment cadres, dans l'informatique, dans la conception, dans le conseil. Donc ça, c'est aussi une tendance qui est déjà ancienne, mais qui se confirme à 10 ans. Mais aussi des métiers dits du care, les métiers du soin. C'est-à-dire tous les métiers d'aide-soignante, aide à domicile, infirmier, médecin. Donc tous ces métiers du soin, du lien, qui vont croître dans les 10 années à venir. Alors du fait d'abord du vieillissement de la population et des besoins notamment en termes de dépendance de la population qui va être de plus en plus âgée, mais aussi de ce qu'on a appelé une préférence pour la santé, alors qui a été en partie renforcée par le Covid, et donc d'une augmentation des besoins en termes de soins de la population. Ce qu'on anticipe dans ce modèle, donc, c'est à la fois, on regarde quels vont être les métiers qui vont être créés du fait de ces dynamiques de numérisation, transition écologique, préférence pour la santé. On regarde aussi pour chaque métier tous les gens qui vont partir à la retraite. Donc on a la démographie par métier. Donc à 10 ans, on sait qu'il y a des métiers qui sont aujourd'hui occupés par des gens qui ont plus de 50, plus de 55 ans. Donc d'ici 10 ans, ils vont partir à la retraite. Donc par métier, on regarde ça, on mélange et donc on regarde les postes à pourvoir. C'est-à-dire, on regarde quels seront les besoins par métier à 10 ans. On regarde ensuite les jeunes, c'est-à-dire tous ceux qui, quand ils auront fini leurs études, sur quel métier ils vont se placer. Alors ça, du coup, on regarde ce qui s'est fait dans le passé et on tire la tendance. Donc on a des données qui nous donnent l'information sur où les jeunes vont quand ils arrivent sur le marché du travail. Et puis, une fois qu'on a regardé comment les jeunes vont occuper les postes à pourvoir, on a un certain nombre de déséquilibres. Donc on voit qu'il y a des métiers sur lesquels il y aura trop de gens, puis il y a des métiers sur lesquels il n'y aura pas assez de gens. Et donc ça, c'est aussi une indication pour les acteurs alors de la formation, de l'orientation, les régions, les ministères, mais aussi pour vous qui allez entrer sur le marché du travail. Ça vous donne des indications sur là où il y aura des déséquilibres potentiels de main-d'œuvre. Alors les déséquilibres les plus importants, c'est à la fois sur des métiers, ça reflète les tendances que je vous disais au début, c'est à la fois sur des métiers a priori peu qualifiés. Le métier qui aura le plus de déséquilibre, c'est agent d'entretien, parce que c'est un métier très âgé, qui a une démographie très âgée, donc il y aura énormément de départs à la retraite. Et c'est aussi un métier pour lequel les besoins sont croissants. Alors c'est sûr que quand on dit ça, alors qu'on a une croissance du niveau de qualification de la population active, ça interroge aussi sur l'adéquation entre le niveau de formation et les besoins de la population. Et puis on aura aussi des déséquilibres potentiels sur les métiers de cadre, ingénieurs de l'informatique, les métiers de conception, architecture, conseil et activités juridiques. Ça, ce sont les principaux déséquilibres. On a fait un scénario, et je finis sur ça. On a fait ça, ce que je vous donne, c'est les chiffres du scénario de référence. On a fait un scénario bas carbone, c'est-à-dire si on réalise les objectifs qu'on s'est fixés en termes de décarbonation de l'économie. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la stratégie nationale bas carbone. Donc, c'est la stratégie qui essaye de dessiner la trajectoire pour atteindre nos objectifs en matière de décarbonation à horizon 2030 et 2050. Par rapport à ce scénario de référence, donc par rapport au plus 1 million d'emplois créés du scénario de référence, on a 200 000 emplois créés supplémentaires, essentiellement dans les métiers de la construction. Donc ça, c'est évidemment l'effet rénovation thermique des bâtiments, qui est un levier majeur de la transition écologique. Et donc, on va avoir de gros besoins à pourvoir dans les métiers de la construction, ouvriers qualifiés du second œuvre et du gros œuvre, mais aussi les métiers d'ingénieurs et architectes dans ce secteur-là. On aura aussi des emplois créés dans les secteurs de la recherche et du développement et activités juridiques et conseils, et aussi agriculture. Donc ça, c'est une tendance qui est complètement renversée par rapport aux exercices précédents.
on avait une baisse continue dans l'agriculture. Vous savez qu'on a perdu énormément d'exploitants agricoles depuis un demi-siècle. Avec la transition écologique et notamment l'agroécologie, qui est beaucoup plus intensive en travail que, évidemment, l'agriculture intensive, on a de nouveau des créations d'emplois avec ce scénario dans le secteur de l'agriculture. Alors, il y a aussi des secteurs perdants, évidemment, du fait de la décarbonation, dans les transports et dans l'industrie chimique essentiellement. Donc voilà quelques indications. Alors vous pourrez retrouver tout ça beaucoup plus en détail. Il y a des petites vidéos très courtes qui vous expliquent un peu les scénarios, les métiers. Il y a beaucoup de graphiques, donc il y a beaucoup de visuels. Donc n'hésitez pas voilà, à aller regarder tout ça. Merci. Je pense que nous sommes tous convaincus que la révolution informatique ou numérique, moi je préfère l'appeler informatique parce qu'il y a quand même du matériel derrière l'intelligence artificielle, est une révolution technique d'une ampleur immense. Beaucoup la comparent au couple écriture-diffusion de l'écriture par l'imprimerie. Pourquoi? Parce que ça porte sur nos fonctions cognitives. Et de plus, pour la première fois, alors que toutes les machines ont été des extensions du corps de l'homme, là, on a des machines qui sont des extensions du cerveau de l'homme. Bon, donc ça va être absolument fondamental, ça ne fait que commencer. Bon. Alors évidemment, les impacts sur le travail, en général, vont être extrêmement profonds. Juste une remarque en complément de ce que vient de dire Hélène Garner. Quand on regarde certains chiffres sur les destructions d'emplois, elle nous a parlé des créations d'emplois, certains agitent le spectre d'un chômage technologique de masse. En effet, on est dans une vague de déversement à la Alfred Sauvy considérable. Mais les emplois détruits donc, vont être très nombreux. Mais si on se place du côté des besoins, comme l'a dit Hélène Garner, nos besoins insatisfaits sont considérables en matière de protection de la nature, puis tout ce qu'on appelle le soin des hommes. Donc théoriquement, on doit pouvoir créer autant, voire plus d'emplois qu'il n'en sera détruit par l'hyper-industrialisation, la robotisation de tout le monde de la fabrication matérielle. Mais évidemment, qu'on y parvienne est avant tout une affaire de formation. Bon. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que ces emplois dits qualifiés, beaucoup vont être de simples emplois de surveillance et de responsabilité. Surveiller un robot. Dans une centrale nucléaire, le type qui est là, devant les écrans, qui n'a strictement rien à faire, sauf à surveiller, et il est là pour intervenir dans des cas très exceptionnels d'urgence. Alors c'est des métiers très qualifiés, mais franchement, moi je ne le ferai pas. Ça va être emmerdant. Il faut avoir une riche vie intérieure pour passer 8 heures devant les écrans. Bon, il y a quand même beaucoup de métiers comme ça, et comme l'ont fait remarquer beaucoup, il y aura aussi des métiers d'OS dans l'informatique, les petites mains, dont le travail n'aura rien à envier à celui de Charlot dans les temps modernes. Bon. Mais moi, je voudrais vous parler une des techniques qui va sans doute le plus profondément bouleverser un très grand nombre d'emplois, d'activités, de métiers, c'est le télétravail. Bon. Alors, sur le télétravail, je voudrais faire 3 remarques, en fait. La première, c'est que, alors qu'on parle aujourd'hui volontiers de démondialisation, le télétravail des cadres va permettre, au contraire, une extension de la globalisation des firmes. Moi, je connais d'excellents ingénieurs informaticiens marocains, par exemple. Eh bien, de plus en plus, ils vont pouvoir travailler dans des entreprises, en fait, globales, avec quelques voyages en avion, quand même, pour avoir un rapport sensuel avec les autres et leurs managers. Et donc, les délocalisations, ou plus exactement les localisations dans les pays émergents d'emploi, dont on pense qu'elles vont ralentir dans le secteur manufacturier, c'est bien vrai, peuvent exploser dans ce secteur-là. Deuxièmement, comme toute innovation technique, le télétravail a un impact sur l'organisation même du travail, les systèmes hiérarchiques à l'intérieur des entreprises. Mais, comme toujours, il n'y a pas d'effet automatique. Ce n'est pas la technique qui transforme l'organisation du travail.
Elle donne la possibilité de la transformer. Et alors, tous les rapports que j'ai lus sur la question, en particulier un rapport qui s'appelle « Le travail à distance dessine-t-il l'avenir du travail ?» et qui est publié par un think tank de l'industrie qui s'appelle la Fabrique de l'industrie, tous disent que pour que le télétravail soit satisfaisant pour ceux qui s'y livrent et pour l'entreprise qui les emploie, il faut que l'organisation du travail se transforme profondément. Car le télétravail peut aussi être un instrument pour renforcer les modes d'organisation hiérarchiques, tatillons, qui contrôlent l'effort et non pas le résultat. Mais tous les experts disent qu'il va falloir passer à des modes d'organisation du travail où le manager n'est plus ce petit chef qui contrôle l'effort de ses salariés, mais un espèce de coach qui est là pour conseiller ses collaborateurs qui eux-mêmes ne sont contrôlés que sur les résultats. Voilà. Donc, télétravail, oui, ça va se développer, mais ça met en jeu des enjeux très importants de transformation de l'organisation du travail. Et enfin, dernier point, le télétravail ne remplace pas la discussion en face à face, parce que l'intensité de la communication est plus faible. Mais enfin, dans certains domaines, on peut faire des progrès. Peut-être même qu'on pourra, en télétravail, se rendre compte que votre manager qui vous cajole, en vérité, ne pense qu'à une chose, c'est vous virer, et que ça se remarque à la légère sueur qu'il a sur son front. On ne voit pas forcément bien ça derrière un écran. Mais là, on peut faire des progrès. Par contre, ce que le télétravail ne remplacera jamais, et c'est fondamental dans une entreprise, c'est la cafétéria, en tant que lieu où se passent des rencontres de hasard, d'où surgissent des idées géniales pour ceux qui les ont et pour l'entreprise. Mais j'insiste, il faut que ce soit des rencontres de hasard. Ça ne peut pas être remplacé par un forum dont l'adhésion est prévue, mais pas aléatoire. Il n'y a pas encore d'algorithme pour ça. Mais la cafétéria est un endroit essentiel dans une entreprise. Que va-t-il se passer pour les gens qui sont en télétravail quasi permanent, total ou 5 ou 4 jours par semaine? Eh bien, ils vont reconstituer la cafétéria. S'ils sont dans un village de Bourgogne, ce sera le bistrot du coin. S'ils sont aux Bahamas, ce sera sous la paillote. Et donc, dans ces nouvelles cafétérias vont se rencontrer un ingénieur de Google, un ingénieur de Microsoft. Et de quoi pensez-vous qu'ils vont parler? Ils vont comparer les compétences des deux groupes. Et de là va surgir des idées de start-up qui vont venir concurrencer les firmes d'origine. Donc, et c'est ma dernière remarque, je pense que le télétravail est susceptible de modifier profondément la porosité et les frontières des firmes industrielles elles-mêmes, industrielles au sens large. Voilà, merci. Mais donc Olivier de la Clergerie, directeur général cofondateur du groupe LDLC. Je vais vous parler de l'organisation du travail, et c'est parfait d'avoir eu cette intervention avant parce que je retrouve parfaitement le groupe en termes opérationnels dans ces sujets-là, et je vais porter une brique supplémentaire dans la vision de l'organisation du travail, c'est de ne pas oublier que derrière les personnes qui travaillent, enfin, il y a des êtres humains, et ces êtres humains, ils sont aussi dans une société globale avec des contraintes globales et des attentes, que ce soit la quête de sens, que ce soit la qualité de vie, et finalement une frontière vie personnelle, vie professionnelle qui devient de plus en plus complexe. Et l'entreprise ne peut pas rester juste spectatrice de ces éléments-là, et elle doit véritablement s'en saisir. Donc, au niveau du groupe, on a d'abord travaillé sur des sujets de sens qui se retrouvent par la confiance, l'autoresponsabilisation, tous ces éléments qui ont été un petit peu évoqués auparavant, le travail sur les notions de réunion, sur tous ces aspects-là, la cafétéria qui est en fait le lieu central des réunions dans l'entreprise, puisque c'est finalement le lieu où tout peut se passer tout le temps et sans jamais forcément être prévu. Si vous allez dans l'entreprise, vous remarquerez que le premier café est un café de discussion de loisirs, et ensuite tous les autres moments de la journée sont des moments de travail naturel, d'échange entre les collaborateurs.
Et l'entreprise a décidé d'aller un cran plus loin, une fois qu'elle a travaillé sur ces éléments-là, dans la qualité de vie au travail, en faisant des constats d'organisation autour de la fatigue, du stress. On entend beaucoup parler des sujets de burn-out, beaucoup parler de tous ces sujets-là de quête de sens. Et donc nous avons décidé au niveau de la direction du groupe d'aller un cran plus loin en proposant à nos syndicats en 2020 de mettre en place un accord de travail sur la semaine de 4 jours. Ce qui est, on va dire, plutôt novateur, surtout quand ça va dans ce sens-là. On entend beaucoup l'autre sens, mais dans ce sens-là, quand c'est nous qui sommes allés voir les organisations syndicales. 4 jours, et pourquoi on a souhaité mettre en place cette organisation sur 4 jours. Effectivement, une fois qu'on a mis en place la réflexion sur le bien-être, l'autoresponsabilisation, les méthodes de management, moins de contrôle, etc., on se rend compte que l'étape d'après, c'est de s'assurer que l'environnement de travail est vraiment le plus favorable possible pour le collaborateur. Et au-delà de l'environnement physique, un baby-foot si on souhaite, etc., une table de ping-pong, c'est très bien, des très beaux locaux, c'est très bien, il les faut, c'est pas le sujet de dire c'est suffisant. Enfin, le sujet, c'est de dire que ça n'est pas suffisant. On ne peut pas juste s'attacher au décor, il faut s'attacher à des choses plus profondes. Et le plus profond, c'est de regarder comment, à notre sens, le travail est vécu par les personnes en dehors de leur vie professionnelle. Et on se rend compte que beaucoup de cadres, parce qu'ils ont l'opportunité d'avoir accès à leur ordinateur, vont organiser leur vie personnelle pendant le temps de travail. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils n'ont plus de temps dans leur vie personnelle. Il y a des choses qui ont énormément changé dans les années qui ont passé, et on entend les mots charge mentale, courir après le temps, et on se rend compte, en analysant un petit peu, qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont en couple, les 2 personnes travaillent. Il faut quand même gérer l'ensemble des tâches qui vont autour de la vie de famille, les enfants, les différents éléments. Ça veut dire que le temps disponible, même à 2, pour s'occuper de ces tâches-là, et je ne rentrerai pas dans la répartition des tâches, etc. C'est un autre débat, ce n'est pas le sujet de fond, c'est juste un sujet de temps disponible. Le temps disponible n'existe plus véritablement. Ça veut dire que les gens prennent sur les temps de repos de manière très très forte pour arriver à gérer ces temps-là. Et d'où vient pour nous le sujet de charge mentale, c'est-à-dire qu'il n'existe plus de temps de repos réel suffisant. Il y a une course constante contre le temps et un épuisement naturel des collaborateurs. Ce qui a amené l'entreprise à se poser la question de comment on peut travailler sur cette vision de l'épuisement, et qui amène au burn-out, qui amène à plein de questionnements dans la société. Il y a une première vision qui est la diminution du temps de travail, mais qui, à notre sens, n'est pas un élément suffisant. C'est-à-dire que diminuer le temps de travail, enlever une demi-heure par jour aux collaborateurs pour leur dire, voilà, vous avez travaillé moins pour arriver à 32 heures. On l'a demandé à nos collaborateurs d'ailleurs, ils nous ont répondu, mais entre 4 jours et le fait de dire on a diminué le temps de travail, diminuer le temps de travail tous les jours n'aurait rien changé à notre condition. Ça n'est pas l'élément qui est important. L'élément qui est important, c'est de travailler sur le fait de dire il faut libérer une plage de temps suffisante pour laisser les personnes retrouver du temps disponible, s'organiser autour de ce temps et donc libérer un vrai temps de repos. Et c'est ça, en fait, l'idée que l'entreprise a voulu mettre en avant avec l'organisation du travail sur 4 jours. On l'a mis en place avec 4 jours, 32 heures pour les postes qui sont à l'horaire, hein, puisque les 4 jours, c'est du forfait jour pour les cadres, et il y a toujours des postes horaires, puisque dans l'entreprise, tout le monde est concerné, il n'y a pas de catégorie particulière qui ne serait pas concernée, qu'on soit employé logistique, donc de type plutôt poste, on va qualifier usine, production, que ce soit des vendeurs en boutique ou que ce soit des développeurs informatiques ou autres métiers de support dans l'entreprise. Et donc, c'est véritablement cette vision-là. Donc le 32 heures, il a été mis en place pour ces postes postés uniquement dans un souci de ne pas faire allonger de manière trop importante les journées en termes de pénibilité d'emploi. L'idée n'est pas à long terme, à moyen ou long terme, de retrouver des gens fatigués, mais physiquement, là pour le coup, c'est-à-dire absentéisme, troubles squelettiques, tout ce qu'on peut retrouver autour de la maladie professionnelle, mais d'arriver à trouver un mode de fonctionnement qui soit conforme à la vie sociale,
C'est-à-dire, si on commence à faire des journées de 10 heures, comme on peut entendre en Belgique, hein, ils parlent des 4 jours sur 40 heures, donc ça fait des journées de 10 heures. Est-ce que de manière durable, des journées de 10 heures, c'est compatible avec la vie sociale ou pas? Voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Donc on a fait le choix de passer aux 4 jours, 32 heures payées 35, donc aucune perte de rémunération pour aucun collaborateur, et simplement dans cette vision de bien-être, dans cette vision de souci d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et avec la conviction, comme aujourd'hui l'entreprise a ce rôle aussi d'accompagnateur, en tout cas pour nous, ce qu'on voit on met des conditions et les collaborateurs travaillent pour réaliser ces missions par l'engagement. On a vu une augmentation de l'engagement des collaborateurs, parce que quand on donne du sens, quand on donne de la confiance, généralement, les gens l'apprennent et s'en sentent gratifiés, donc ils ont envie de rendre quelque chose. L'être humain, on est convaincu que l'être humain par nature est bon, hein, et qu'il n'est pas là pour profiter d'un système, mais qu'il est là pour s'inscrire dans un système qui lui convient. Et donc on voit ces éléments progresser, et un vrai changement aussi au niveau des collaborateurs. Ça fait 2 ans maintenant quasiment que ça a été mis en place, avec une baisse du stress extrêmement importante, un plaisir de venir au travail, en fait, je dirais un état d'esprit reposé. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Oui, donc je suis Guillaume Delautre, je travaille pour l'Organisation internationale du travail. Quelques mots d'abord sur ce qu'est l'Organisation internationale du travail. Peut-être, j'espère que certains d'entre vous le savent déjà, mais donc l'OIT, c'est une organisation des Nations Unies qui a été créée en 1919, donc qui est maintenant plus que centenaire. C'est la plus ancienne des organisations des Nations Unies. Elle a pour but de promouvoir ce qu'on appelle le travail décent. Qu'est-ce que c'est que le travail décent? C'est un ensemble de concepts qui reposent sur les droits du travail individuel et collectif, sur l'accès à la protection sociale, sur la création d'emplois et sur le dialogue social. C'est une organisation, très important, c'est une organisation tripartite, c'est-à-dire que dans son conseil d'administration, dans son organe décisionnaire, prennent place les gouvernements, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. Donc, toutes les décisions importantes au sein de l'OIT sont prises de façon tripartite par ce groupe de 3 constituants. Quels sont ces moyens d'action? C'est d'abord les normes internationales du travail. Donc, ce sont des conventions internationales, il y a au nombre de 190 maintenant, qui régissent un très grand nombre de domaines liés au travail, le temps de travail, les salaires, salaire minimum, et j'en passe énormément. La dernière en date est celle sur le harcèlement au travail, qui date de 2019, il me semble. Donc ces conventions internationales, quand elles sont ratifiées par les États, deviennent des lois, et sont donc, deviennent obligatoires dans la législation nationale. L'action du BIT repose aussi sur la coopération technique, donc on travaille directement avec les États, en particulier avec les pays en développement, pour promouvoir ce concept de travail décent, et sur la recherche. La question de l'avenir du travail était au centre des débats au sein du BIT dans les dernières années, parce que le précédent directeur général avait fait de la question de l'avenir du travail la question centrale du centenaire du BIT en 2019, donc il y a à peine 3 ans. Et l'OIT a décidé ensemble, après un long débat, après une longue discussion entre ces différents mandants constituants, comme on les appelle, sur une déclaration qu'on appelle la déclaration du centenaire, qui fait le constat des très grandes mutations qui ont lieu dans le monde, dans le domaine du travail, liées au changement technologique dont on a beaucoup parlé déjà ce matin, liées à la mondialisation, liées au changement climatique et au verdissement des économies, autant qu'on peut, également aux changements démographiques qui sont considérables. Cette déclaration elle pose 3 axes de travail pour l'avenir. Celle de la nécessité de renforcer les capacités des personnes face à ces mutations, c'est-à-dire promouvoir l'égalité homme-femme, mais également permettre aux gens de transiter d'un emploi à l'autre. Donc ça nécessite d'investir dans la formation tout au long de la vie, ça nécessite d'investir dans la protection sociale.
Le deuxième axe, c'est celui du renforcement des institutions du travail, donc renforcer les droits fondamentaux, la liberté d'association, l'accès à la négociation collective dans les entreprises et dans les branches, etc. L'accès à un salaire minimum, l'accès à des droits liés à la limitation du durée de travail, etc. À la santé et sécurité au travail, évidemment. Et le troisième axe, c'est celui de la promotion d'une croissance durable et soutenable. Et donc, évidemment, prendre en compte les limites écologiques de notre Terre, et donc adapter tout ce qui est politique macroéconomique, politique commerciale, industrielle, d'investissement, etc., etc. Donc, ces trois axes forment un peu le cadre de ce qui sera l'agenda de mon organisation dans les prochaines années. J'avoue, quand j'ai été invité à la table ronde, j'ai été un petit peu pris de vertige vu le sujet. J'avais l'intention de parler des questions liées à la mondialisation et liées à la digitalisation, mais comme mes prédécesseurs ont plutôt mis l'accent sur les questions liées au temps de travail, à la digitalisation, etc., je vais me concentrer plutôt sur le deuxième aspect, la question de la digitalisation et en particulier la question des plateformes numériques, qui a été extrêmement débattue ces derniers temps au sein de l'OIT, et j'avoue, pas encore de façon très très conclusive. Excusez-moi. Donc, d'après les données de l'OIT, il y a eu une croissance exponentielle des plateformes numériques dans les dernières années. On en compte plus de 800. La moitié d'entre elles sont en fait des plateformes qui s'occupent des questions de livraison, mais elles touchent un très grand nombre de secteurs. Je ne vais pas vous citer des noms, mais vous les connaissez toutes. Dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la restauration, du transport, etc. etc. Principalement, ces plateformes sont originaires d'Amérique du Nord ou d'Asie. Il y en a en Europe, mais c'est quand même très minoritaire. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme digitale? Une plateforme, c'est une infrastructure digitale qui permet une interaction, qui se place comme intermédiaire entre deux sortes d'usagers, un offreur et un demandeur. Quel est l'avantage des plateformes? C'est qu'elles n'ont pas de coût de transaction par rapport aux autres entreprises qui ne sont pas des plateformes, et elles ont très rapidement accès à des très fortes économies d'échelle, puisque une fois que l'algorithme est créé, bon, il suffit un peu d'optimiser en fonction des données, mais très vite, il y a des économies d'échelle qui se créent. Elles permettent également un arbitrage entre les législations, en particulier les plateformes qui permettent de connecter des offreurs dans un pays et des demandeurs dans un autre. Elles permettent d'arbitrer entre les législations, en particulier les législations du travail, qui sont plus ou moins contraignantes entre les pays. Ça, c'est un point extrêmement important. Il y a un très grand nombre de modèles, je ne vais pas revenir là-dessus. Combien de travailleurs et qui sont concernés par les plateformes? Il y a un très grand nombre d'études, toutes plus contradictoires les unes que les autres. En gros, un maximum 4% des travailleurs travaillent sur des plateformes, et ça peut concerner aussi bien des gens qui travaillent sur les plateformes comme c'est leur source de revenus principale. Donc on peut penser par exemple aux chauffeurs Uber, c'est souvent leur activité principale, mais aussi des gens qui travaillent sur des plateformes de façon juste secondaire pour arrondir leur fin de mois, en particulier quand on travaille sur une plateforme comme Amazon Mechanical Turk, c'est en général pour arrondir ses fins de mois, pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Qui sont les travailleurs des plateformes? Souvent ce sont des hommes, c'est en majorité des hommes. Et là je vous pose un constat qui est global, hein, je ne vous parle pas en particulier de la France. Ils sont souvent plus éduqués que la moyenne. Donc on peut se poser la question de est-ce qu'il y a vraiment un bon appariement sur le marché du travail entre des compétences et vraiment l'offre de travail. Et il y a également, ce qui est intéressant, une surreprésentation de personnes migrants qui travaillent sur les plateformes. Donc elles offrent quand même des perspectives intéressantes pour des gens qui souvent ont plus on doit faire plus à faire avec des questions de discrimination, d'accès à l'emploi, etc. L'impact sur l'emploi, il est très difficile à mesurer parce qu'il y a des effets de substitution.
Il y avait une étude qui avait été faite à New York quand Uber est arrivé sur le marché et qui montrait que la création d'emplois nets était finalement très très faible en fait, parce que oui, il y avait une substitution entre les taxis présents déjà. Pourquoi c'est si important de parler des plateformes? Et quel est le cœur du débat en fait qui traverse l'Organisation internationale du travail sur ces sujets? C'est celui de la classification. En grande partie, c'est sur la question de la classification des travailleurs. J'ai plus beaucoup de temps. Juste une minute là-dessus. Comme je l'ai dit, les plateformes, elles se positionnent comme des intermédiaires, pas comme des employeurs. Elles se positionnent comme des intermédiaires entre des demandeurs et des offreurs. Et donc, elles considèrent, dans la plupart des cas, que les travailleurs sont des travailleurs indépendants. Pas des salariés, des travailleurs indépendants. Donc, il y a eu un très grand nombre de contentieux sur ces sujets-là dans beaucoup de pays dans le monde, pas seulement en France, et beaucoup d'initiatives législatives qui ont été prises. Et on arrive à un résultat qui peut être assez contradictoire. Il n'y a vraiment aucune unanimité. Certaines législations ou certaines jurisprudences vont classer les travailleurs des plateformes vraiment comme des travailleurs indépendants, arguant du fait qu'ils peuvent choisir entre les plateformes, qu'ils ne sont pas forcément dépendants d'une ou de l'autre, qu'ils peuvent choisir eux-mêmes la durée du travail, etc. Alors que d'autres législations ou jurisprudences vont... d'autres législations vont classer les travailleurs, vont forcer les plateformes en fait, à classer les travailleurs comme des salariés, arguant du fait que souvent ils ont affaire à finalement peu de plateformes et donc ils sont en situation de dépendance vis-à-vis d'une ou deux, que les courses, quand ce sont des chauffeurs Uber, leur sont imposées, la durée leur sont imposées, leur durée de travail sont imposées, les tarifs sont imposés, donc un certain nombre de choses sont imposées qui font que, d'après cette législation, ils devraient être classés comme salariés. Voilà. Donc, cela a plein de conséquences, mais on pourra certainement revenir. Bien sûr, oui, merci. Et comme on n'a qu'un seul micro, je suis venu vous le prendre. Il y avait déjà beaucoup de... Oui, non, il ne marche pas. Il y a déjà beaucoup de questions au numéro qui s'est affiché tout à l'heure et on va y répondre pour l'essentiel de ces questions. Mais moi, j'en ai une parce que, bon, vous nous parlez de toutes ces normes que l'Organisation internationale du travail peut s'enorgueillir effectivement d'avoir établies, mais comme vous l'avez reconnu, vous ne faites pas la police, hein, donc en gros, chaque État fait un peu ce qu'il veut, peut. Alors c'est tout à fait vrai, l'Organisation internationale ne fait pas la police, elle crée la loi, enfin elle crée les conventions qui deviennent des lois. Après, c'est effectivement aux États de mettre en place et de contrôler l'action de cette loi. Voilà. Et puis, vous êtes félicité du fait que quand même beaucoup de migrants avaient accès aux plateformes, mais moi, à ma connaissance, pour certaines sociétés de livraison, beaucoup de ces migrants travaillent en fait au black en réalité, parce qu'ils ont des fausses cartes de crédit, des faux comptes, etc. C'est certainement tout à fait vrai. C'est vrai. Je vais la dire là-dessus. Alors je vais remonter un peu comme ça dans le sens du courant. J'avais moi aussi une petite question pour le patron de LDLC. Bon, c'est super de travailler 4 jours au lieu de 5. Bon, alors, il y a peut-être questions sur est-ce qu'on travaille plus, est-ce qu'il y a plus d'intensité. Moi, ma question est la suivante. Vous pouvez vous le permettre parce que, je ne vais pas dire que vous avez profité de la crise, mais enfin, vous êtes dans un secteur qui est en plein boom du fait effectivement des besoins en numérique. Donc avec plus de profit. On pourrait croire ça. Mais au final, je pense que le sujet est beaucoup plus large que la notion de on en a profité, on n'en a pas profité, etc. Je suis convaincu que, certes, on a peut-être eu l'élément déclencheur parce que on avait la capacité de le faire et donc de plonger dans le risque d'une manière plus sereine, parce que ça représentait un risque, donc bien évidemment, c'est une inconnue. On a des convictions, mais c'est la réalité qui montre le résultat de ces convictions.
Mais aujourd'hui, en l'ayant fait, on se rend compte que ça a finalement peu de coûts économiques pour l'entreprise, vraiment très peu, alors qu'on imaginait... Grâce à la productivité, grâce au bien-être. En fait, il n'y a pas eu d'augmentation des cadences. Le bien-être, il se traduit en rythme de travail plus régulier. Donc, ce n'est pas une question de chiffre d'affaires ou bénéfice, parce que le calcul, il n'est pas fait directement pour dire ça va multiplier du chiffre d'affaires ou du bénéfice. Le calcul, il est fait pour dire... je vais le présenter comme ça pour bien le comprendre. Aujourd'hui, quand vous regardez les comptes d'une entreprise, puisqu'on parle de chiffre d'affaires et de bénéfices, si vous savez lire un bilan, vous verrez que dans le bilan d'entreprise, il n'y a pas d'actif social. Si vous regardez le social, c'est la masse salariale. Ça n'est toujours représenté dans l'esprit de l'équilibre économique de l'entreprise que comme une charge. Vous payez une masse salariale. Nous avons la conviction que, certes, c'est un actif invisible dans les chiffres, mais c'est un actif qui est majeur. Constituer une équipe, LDLC, c'est un peu plus de 1000 collaborateurs aujourd'hui, constituer une équipe de 1000 collaborateurs aujourd'hui, ça a un coût important. Les conserver, ça a un coût important. Faire qu'il n'y ait pas d'absentéisme ou le moins d'absentéisme possible parce que les gens sont fatigués, c'est important. Et ça, c'est des coûts cachés que vous ne verrez jamais, qui ne seront jamais matérialisés à l'actif. Lorsqu'on fait une action comme les 4 jours, en fait, on maintient et on améliore un actif de l'entreprise. Présenté comme ça, je pense que c'est beaucoup plus parlant, même si effectivement, dans les chiffres économiques, on va dire, mais vous avez joué sur des coûts, des charges, etc. Mais en fait, c'est une vision qui est beaucoup plus complexe et large que ça. Donc, pour revenir sur la productivité, il n'y a pas de recherche de gains de productivité en tant que tel. On a vu des gains on a vu en fait une stabilité de la productivité, c'est-à-dire qu'on a vu moins d'effets de fatigue. Lorsqu'on regardait la productivité logistique, on voyait qu'au fur et à mesure de la semaine, en général, vous aviez une baisse naturelle de la productivité. Certains vous diront, c'est une phrase ancienne, vous entendez de toute façon le vendredi après-midi, voilà. En fait, c'est ça, c'est la baisse naturelle de la productivité. Lorsque aujourd'hui on regarde la productivité sur 4 jours, la productivité n'a pas spécifiquement augmenté. Le nombre de colis produits par heure dans la cadence n'a pas fait un bond de 10%. Par contre, il est beaucoup plus stable. Ça veut dire qu'au final, on a le même résultat sans avoir modifié, dû embaucher, etc., etc. Donc, on peut considérer ça comme un gain de productivité, mais je n'ai pas envie qu'on se dise que c'est un gain de productivité parce qu'il a fallu augmenter de 10% le rythme, etc., etc. Non, c'est simplement parce que l'équilibre trouvé a permis simplement d'être plus régulier dans la délivrance des tâches. Et puis peut-être qu'effectivement, il y aura plus de créativité chez vos salariés. Ils n'auront peut-être pas besoin d'aller au café pour, entre deux ingénieurs de groupes concurrents, d'imaginer la start-up de demain. Pierre-Noël Giraud, vous avez évoqué les destructions d'emplois. Je ne suis pas totalement clair sur le solde net. C'est-à-dire, bon, on a parlé d'1 million de créations d'emplois selon France Stratégie. Donc, au total, la technologie, elle en détruit plus qu'elle n'en crée, ou c'est l'inverse? Et sur quelle durée? Je pense que dans les secteurs touchés par la révolution informatique, il y a plus de destruction d'emplois que de création, puisque c'est pour ça qu'on met en œuvre le progrès technique. C'est pour remplacer les hommes par des machines qui sont de simples compléments de l'homme, parce que c'est rentable de le faire. Donc la seule vraie question, c'est celle du déversement, c'est-à-dire ces emplois, la destruction nette d'emplois dans certains secteurs va permettre d'augmenter l'emploi dans d'autres secteurs, lesquels, ceux pour lesquels, qui satisfont des besoins qui sont largement insatisfaits. Alors ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, ces besoins sont très nombreux. Donc, si vous voulez, la capacité à absorber les emplois perdus dans les secteurs touchés par la révolution technologique, normalement, elle est là. Alors ensuite, ça devient un problème de formation, fondamentalement, pour adapter les compétences de ces gens-là aux nouveaux emplois. Et d'un mot, les États sont suffisamment compétents pour indiquer quelle formation les travailleurs doivent suivre pour être employables? Ça, je pense que Hélène est mieux placée pour répondre à ça.
Oui. Le type d'exercice qu'on conduit, ça sert à ça normalement. Hein. Ça sert à donner justement aux acteurs politiques de l'emploi et de la formation des indications sur ce qu'on appelle, nous, la réallocation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, effectivement, il y a des secteurs perdants, il y a des secteurs qui sont porteurs. Comment on accompagne les salariés, les travailleurs des secteurs en déclin vers les secteurs porteurs. Et donc toute révolution, qu'elle soit technologique, écologique, crée de l'anxiété, évidemment, parce qu'on voit plus vite les perdants que les gagnants. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'en anticipant ces évolutions, on peut tout à fait accroître le solde des gagnants. Et de toute façon, on n'a pas complètement le choix. Donc, autant anticiper, préparer le marché du travail, préparer les travailleurs. Donc, c'est de la formation initiale et c'est de la formation continue et aussi de l'accompagnement des transitions professionnelles. Parce que quand je vous dis, il y aura des postes à pourvoir, le plus de postes à pourvoir chez les agents d'entretien. Oui. Ou les aides à domicile, par exemple. Ça, c'est deux métiers pour lesquels on va avoir extrêmement besoin de main-d'œuvre. Bon, quand on dit ça, il suffit pas de savoir que ces métiers-là, ils vont offrir des perspectives pour que les gens y aillent. Bah oui. J'ai envie de faire un petit sondage. Agent d'entretien, qui dans la salle a envie de devenir... c'est une personne qui fait le ménage ou je me trompe, agent d'entretien? Oui, notamment. Il y a aussi beaucoup dans les hôpitaux. C'est des métiers qui deviennent d'ailleurs... c'est des métiers qui sont extrêmement exposés à la numérisation, il ne faut pas croire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de liens avec des outils technologiques, alors notamment dans les hôpitaux, du fait des questions d'hygiène et de... Est-ce qu'on peut faire ce petit sondage? Ben oui, non, moi c'est un peu bête, mais qui a envie? Alors juste que se lèvent les doigts des personnes motivées. Non, mais n'ayez pas peur, hein, vous avez le droit de choisir. Bon, alors pour l'instant... non, mais évidemment, personne... alors pourquoi personne n'a envie d'aller dans ces emplois d'agent d'entretien ou d'aide à domicile? Parce que ce sont des emplois de mauvaise qualité. Qu'est-ce que ça veut dire de mauvaise qualité? C'est mauvaises conditions de travail, mauvaise rémunération, très peu de perspectives, parce que si je vous dis à 18 ans, vous allez être aide à domicile pendant 40 ans, 45 ans, personne n'a envie de faire ça. Et donc, nos enfants. Donc, on a un enjeu d'attractivité sur ces métiers. Donc, c'est des enjeux de salaire, mais pas que. C'est des enjeux de conditions de travail, d'organisation du travail. Et je pense que la proposition d'améliorer la conciliation des temps, c'est quelque chose qui parle aussi aux travailleurs. Et donc, il va pas le discours sur on a des difficultés de recrutement, il a ses limites. Parce qu'il y a beaucoup de métiers, et la DARES le ministère du Travail fait des analyses extrêmement précises sur les difficultés de recrutement par métier, quelles en sont les causes. Et c'est beaucoup des enjeux qui sont à la main des employeurs. C'est des enjeux d'organisation de travail, de conditions de travail, de conditions d'emploi, de salaire aussi, dans l'hôtellerie, café, restauration. Et c'est sûr que la question du sens qu'évoquait tout à l'heure Pierre-Noël, il y a une revivification de cette question du sens et de l'attachement à l'entreprise. Et donc, c'est aussi offrir des bonnes conditions de travail et d'emploi qui permettra d'accroître l'attractivité. Créer des passerelles, ne pas offrir comme seule perspective d'être agent d'entretien toute sa vie, mais d'évoluer vers d'autres métiers, donc d'avoir des compétences plus transversales. Pareil pour aide à domicile. On pourrait imaginer des passerelles entre l'aide à domicile pour des personnes âgées, dans des structures d'accueil, entre petite enfance et seniors. Enfin voilà, il y a des choses à imaginer pour rendre les emplois plus attractifs. C'est pas que des enjeux salariaux, aussi, mais pas que. Oui, juste une remarque là-dessus. Pour faire des petits boulots mal payés et non reconnus, il y a les immigrés. Hein, et c'est là. Il y a des immigrés, il y a les migrants, voilà. Ils sont là pour ça. Donc ça, c'est quand même une réalité très, très profonde, je crois, des marchés du travail et qui va continuer. C'est la raison pour laquelle on en aura, en fin de compte, toujours besoin. Et puis j'avais une question à mon voisin. Je veux dire, dans le système ancien, 35 heures sur 5 jours, les cadres travaillaient beaucoup plus. Chacun le sait. Donc, expliquez-moi comment dans votre système à vous, ils ne vont pas continuer à travailler beaucoup plus. Et à télétravailler finalement volontairement, même s'ils ne sont pas obligés. Effectivement, je vais remonter au moment de la négociation de l'accord, on avait deux catégories de personnes. Les personnes qui étaient à l'heure, qui étaient ravies,
et qui se posaient plutôt des questions sur est-ce que ça va changer les conditions de retraite, enfin, qui avaient des questions plutôt techniques, on va dire. Et puis il y avait des cadres qui avaient plutôt des craintes. Parce que la première remarque du cadre, c'est de dire, mais de toute façon, je suis déjà chargé sur 5 jours, donc vous allez me mettre sur 4, mais ça ne va rien changer, etc. Et ça a été un vrai sujet de discussion, parce que notre conviction était de dire, en fait, ça doit changer. Et aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui font que vous avez beaucoup de cadres qui se disent surchargés. D'abord parce qu'il y a énormément de micro-contrôle dans l'entreprise, donc ils passent énormément de temps à faire des choses qui ne servent pas à grand-chose. Je ne vais pas dire à rien, je vais dire pas à grand-chose. Faire des tableaux Excel qui vont servir à un manager pour regarder le nombre de colis ou d'un KPI quelconque, etc., etc. Alors ça ne veut pas dire que tout est inutile, hein, mais ça veut dire que le temps passé sur ces tâches-là est devenu extrêmement chronophage. Et lorsqu'on travaille, ce qu'on avait fait aussi sur la notion d'autoresponsabilisation sur ces éléments-là, on enlève aussi un certain nombre de tâches inutiles dans l'entreprise qui permettent aux cadres de retrouver du temps. Parce que la vraie question de fond, c'est il y a le temps passé et il y a le temps utile. Et au final, beaucoup de cadres sont aujourd'hui dans des situations de stress au travail extrêmement importantes parce qu'en fait, ils n'ont plus de temps utile. Ils ont simplement du temps passé en réunion qui s'enchaînent constamment, tous les jours, en traitement d'urgence absolue. Voilà. Donc ça veut dire que leur tâche réelle, la mission pour laquelle ils sont là, en fait, il leur reste 10%, 15%, 20% du temps peut-être pour la réaliser réellement. Donc le débat, il n'est pas tellement sur 5 jours, 4 jours, mais il est plutôt sur le fait de dire comment on redonne ce temps disponible au cadre. Et il y a 2 poches extrêmement importantes sur lesquelles nous avons travaillé. La première, je l'ai évoquée, c'est la notion de l'autoresponsabilisation du contrôle. Voilà. Et la deuxième, elle est connue, hein, c'est les réunions. Les réunions qui s'enchaînent, où les gens viennent sans vraiment savoir pourquoi ils sont là. Il y a 20 personnes dans une salle, il y en a 3 qui sont utiles, il y en a 17 qui sont spectateurs, mais c'est important qu'ils soient là parce qu'après tout, ils font partie du groupe de travail, donc voilà. Mais c'est l'acceptation qu'il faut changer ces habitudes-là. Au sein du groupe, on a fait une expérience qui pourra peut-être paraître choquante, mais on en a eu assez des réunions qui nécessitaient trop de monde. Donc, on a fait une expérience de fermer les salles de réunion pendant 3 mois. De l'intérieur ou de l'extérieur ? De l'extérieur. De fermer les salles de réunion et de dire aux gens, bien sûr, vous avez toujours le droit de vous réunir, mais il y a des espaces de coworking, il y a la cafétéria, il y a tous ces endroits dans l'entreprise qui sont certainement un petit peu moins confortables dans la durée, mais c'est très bien parce que comme ça, les réunions seront sans doute plus courtes, plus efficientes, etc. Et lorsqu'on a réouvert les salles, on s'est rendu compte que les gens n'y retournaient pas parce qu'ils avaient pris des habitudes différentes. La machine à café. Mais la machine à café est un lieu central. Et d'ailleurs, dans l'entreprise, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des machines à café par service. C'est une hérésie. Il y a un lieu central pour aller prendre le café. Et tout le monde peut se croiser. Donc, du hasard. Okay. Pour répondre à la question, c'est en travaillant sur ces sujets autour et sur la notion du temps utile que cela s'est passé. Et aujourd'hui, nous avons fait un sondage, et ce sera je pense, parce que c'est finalement les cadres qui s'exprimeront mieux, on a fait un sondage au bout de 8-9 mois après. Est-ce que vous reviendriez en arrière? Est-ce que vous profitez de ce temps-là? 97% ont répondu on ne reviendrait pas en arrière, et ça fonctionne. Bon. Il y a beaucoup de questions de la salle auxquelles on a répondu finalement sans que je cite la question. Il y en a juste une petite précision. Une des personnes présentes ici demande comment ça se passe s'il y a des heures sup. Ça se passe d'une manière tout à fait normale. Au bout de la 32e heure, ça c'est dans notre accord, ça devient des heures sup. En fait, le 4 jours... Il y a souvent des besoins il peut y avoir, c'est sur ce point-là, je veux dire, 4 jours, une semaine organisée sur 4 jours, ça ne veut pas dire que le 5e jour est interdit. Comme quand vous travaillez 5 jours, il se peut que vous ayez besoin de travailler 6 jours, une semaine à un moment donné. En fait, il s'agit d'une organisation sur 4 jours de travail, mais il peut arriver de manière exceptionnelle que ça arrive. Okay, vous gardez la souplesse. Avec des rattrapages.
Oui, vous aviez réclamé la parole. Le temps de travail. Oui. La question du temps de travail, puisque mes collègues en parlaient également, est un sujet vraiment aussi très très important sur la question des plateformes et qui est très loin de faire consensus entre l'Organisation internationale du travail. Ce qu'il faut voir, c'est sur de nombreuses plateformes, les travailleurs passent énormément de temps connectés, soit à attendre les courses quand ils sont Uber, soit à chercher des tâches qu'ils peuvent remplir quand on est sur Amazon, Mechanical Turk, etc. Soit ils peuvent également faire du travail qui ne sera pas rémunéré, parce que certaines plateformes vont fonctionner sur le mécanisme de compétition, en fait. Et donc, seulement la meilleure offre sera rémunérée. Et donc, sur les plateformes, il arrive qu'il y ait énormément de temps qui soit passé et qui ne soit pas rémunéré. Et ça, c'est un problème assez important que les groupes de travailleurs a mis sur la table et sur lesquels on est très loin d'avoir un consensus sur comment essayer de rémunérer ce temps. Il n'y a pas de solution pour le moment. Voilà. Et alors, vous disiez tout à l'heure que ça reste minoritaire, hein, 4% des effectifs. Est-ce que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que d'une certaine manière, le mode de fonctionnement des entreprises va progressivement pousser des gens à être un peu plus auto-entrepreneurs, à être son propre employeur? Est-ce que ça, c'est une tendance que vous remarquez? Alors, c'est peut-être pour vous, et puis je poserai la question à d'autres. Ouais. Alors oui, il y a quelque chose qui est très important avec les plateformes, c'est ce qu'on appelle le management par les algorithmes. Donc la coordination du travail, l'allocation des tâches fonctionne sur la base d'algorithmes et alimentée par les données qui viennent des salariés, enfin pas des salariés mais des travailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui commence à se répandre au-delà des plateformes, également dans les secteurs traditionnels. Par exemple, en ce moment, on travaille dans le secteur hospitalier dans différents pays, en Afrique du Sud et d'autres pays en développement. Et on se rend compte que le management par les algorithmes se développe ailleurs. Et bon, c'est encore assez timide. C'est je pense, un phénomène qui doit être surveillé, parce qu'effectivement, ça peut amener plus tard à une plus forte sous-traitance. Parce que ça permet de contrôler à distance les gens, enfin, leur travail, leur évaluation, etc. etc. Voilà. Oui, Pierre-Noël Giraud, ce télétravail qui est un peu l'antichambre de la délocalisation haut de gamme. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas jusqu'où ira Facebook. On a vu que, en tout cas, Tesla, lui, refusait le télétravail. Mais Facebook, à un moment donné, à la fin de l'épidémie du Covid, il avait envisagé quasiment 100% de gens en télétravail intégral. Alors que ce qui se pratique de plus en plus, c'est, on passe 2 jours au bureau pour bénéficier de tous ces contacts directs, sensuels et improvisés qui sont utiles non seulement à soi, mais même à l'entreprise, et le reste du temps en télétravail. Mais il y a quand même... Le télétravail intégral va permettre à Facebook d'avoir des cadres, des informaticiens, des codeurs, des modérateurs absolument partout dans le monde. C'est-à-dire c'est vraiment l'entreprise globale absolument pure qui localise les emplois là où le rapport compétence, qualité de la compétence prix est le meilleur, ou pour d'autres raisons, mais absolument partout. C'est ça que je voulais souligner. Autrement dit, aujourd'hui, c'est quoi l'exportation de services par Internet? C'est quand même très largement des centres d'appel, du traitement informatique standard, et puis l'industrie du clic. Voilà. Maintenant, ça va extraordinairement monter en gamme. D'ailleurs, regardez les PDG de certaines startups qui défraient la chronique dans les crypto-monnaies en ce moment, ce sont de purs nomades. Ils ne sont pas à New York, ils habitent aux Bahamas, à Dubaï. Le président, donc tous ces cadres, évidemment, de la même façon. C'est quasiment même plus l'entreprise nomade avec un siège quelque part, c'est l'entreprise nomade dont le siège se balade. Il y a une question de la salle qui s'adresse plutôt à France Stratégie, en tout cas sa représentante Hélène Garner. Où se situe l'emploi industriel dans la réflexion de France Stratégie? Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des services, de la technologie, mais l'industrie?
Oui, l'industrie, on travaille sur tous les secteurs de l'économie, hein, donc et évidemment l'industrie, même si tendanciellement la part de l'industrie dans la valeur ajoutée dans l'emploi a beaucoup baissé depuis 40 ans. On a un scénario plutôt optimiste de ce point de vue-là, lié aux enjeux de réindustrialisation. Lié à la volonté politique du gouvernement actuel ou pas ? Alors, nos scénarios ne sont pas liés à la volonté politique du gouvernement actuel. Nous, on fait des scénarios sur des tendances. En gros, je ne vais pas rentrer dans la cuisine du modèle, mais nous, on rentre dans le modèle tout ce qui est voté. Donc pas des engagements, de simples annonces. On rentre tout ce qui est voté. Et donc tout ce qui concerne, évidemment, les enjeux en termes de réindustrialisation dans le cadre de France Relance, mais aussi la numérisation, la croissance des ingénieurs et cadres de l'informatique, mais aussi dans le bâtiment, dans la conception, tout ça, ça crée l'industrie est plutôt sur une tendance qui remonte, enfin, dont on atténue la baisse par rapport au passé. Donc, mais vous savez qu'on est une économie fortement tertiarisée et ça va continuer. Donc, dominé par les services marchands et non marchands. Et peut-être juste un point sur cette question des révolutions du travail et de la révolution numérique, la manière dont elle affecte le travail. Il y a évidemment le contenu du travail, on en a parlé, l'interaction avec la machine, mais effectivement la manière dont on travaille et le télétravail. Et l'organisation du travail en projet, qui s'est beaucoup développée, qui est favorisée par le télétravail, c'est-à-dire que les individus sont responsables d'un projet et on a une tâche à mener presque indépendamment du temps qu'on y consacre. Ça évidemment pousse à transformer les salariés comme en prestataires. Et donc c'est vrai que ça accompagne une forme de détachement du collectif. C'est-à-dire que si chacun est en mode projet, un peu comme un freelance, alors l'attachement au collectif, à l'entreprise, l'implication et l'engagement sont d'une autre nature. Donc effectivement, je pense qu'il faut aussi avoir en tête les risques qui sont liés à cette évolution du télétravail. On n'a pas encore regardé, on va le faire cette année, à 10 ans, comment évoluent les statuts d'emploi par rapport aux métiers. Parce qu'on sait que les métiers, la part des salariés, des indépendants dans les métiers ne sont pas les mêmes. Et donc, on va appliquer ce qu'on sait aujourd'hui des évolutions de métiers pour voir un peu comment vont évoluer la part des... Sachant qu'aujourd'hui, la majeure partie des travailleurs sont salariés et sont en CDI. Hein, 90%, donc, 90% voilà. quasiment. Mais un peu moins, plutôt 85%. Mais voilà, en tout cas, l'évolution... on va regarder à 10 ans comment ça se traduit en part des indépendants et des salariés. Oui. Moi, j'avais en mémoire la proportion de 10% d'indépendants dans l'économie. C'est un peu plus... Voilà, voilà, comme la base... Ça croît doucement, mais comme la base est relativement faible, les augmentations peuvent être un peu plus spectaculaires. Une question de la salle, c'est une autre thématique qui est celle du climat et que je trouve intéressante. La réduction du temps de travail ne va-t-elle pas aussi dans le sens de la sobriété dans le contexte du réchauffement climatique? Qu'en pensez-vous? Donc là, on aborde... Voilà, oui, mais la réduction du temps de travail a lieu dans certains secteurs, c'est-à-dire cet ensemble extrêmement lié d'industrie-services qui contribue à produire justement des biens-services marchands, etc. Mais quand on a une réduction du temps de travail, on peut l'utiliser de deux manières. Quand on a une augmentation de la productivité, pardonnez-moi, on peut l'utiliser à réduire le temps de travail, ou on peut l'utiliser à faire autre chose. Moi, ce que je prétends aujourd'hui, c'est que la quantité d'autres choses qui restent à faire est telle que la réduction du temps de travail, mis à part ces ajustements dont vous venez de nous parler, qui sont extrêmement intéressants, mais vous avez bien dit pourquoi, parce que ça transforme l'organisation du travail, mais disons une réunion massive du temps de travail, revenir à 2 jours par semaine, 3 heures par jour, comme Keynes le pensait possible dans un célèbre texte qu'il a écrit en 1930, Perspectives économiques pour nos petits-enfants. Il pensait qu'aujourd'hui, on pourrait, si on était sage, se contenter de travailler 2 jours par semaine, comme faisaient les hommes primitifs avant le néolithique. Bon, ça, à mon avis, c'est absolument impensable, parce que nous avons trop de choses à faire pour le climat, pour la santé, pour l'éducation, etc., etc. Mais
des choses qui ne sont pas forcément rémunérées. Oui, alors après, c'est exactement, c'est la place de ce qu'il y a à faire entre on le fait soi-même, on le fait par le marché, on le fait par l'échange. Et donc c'est vrai qu'il y a ça fait partie des voies qui sont explorées par certains activistes de la réduction du temps de travail comme un levier de transition et de sobriété. Mais effectivement, ça dépend à quoi on passe son temps libéré. Donc si c'est pour prendre soin de la nature, de soi, de ses proches, et éventuellement remplacer ou se substituer à des activités qui sont émettrices de carbone ou de déplacement, ça peut être favorable au climat. Si c'est pour voyager plus, prendre plus l'avion ou avoir des activités consommatrices évidemment de carbone, voilà. Donc après on rentre dans une discussion sur l'utilisation du temps libéré qui dépasse un peu qui pose une question démocratique importante. Il y a aussi des propositions de réduire le temps de travail en échange de versement de revenus qui seraient, mais du coup, du temps qui serait consacré à la transition écologique, à ce qu'on appelle des communs. C'est-à-dire, vous passez du temps, vous occupez dans une maison de retraite ou dans une crèche, vous vous substituez à du travail marchand sur du temps qui vous est libéré, et du coup, ça permet de faire des économies à l'ensemble de la collectivité et d'avoir une activité utilement sociale. Donc il y a des réflexions comme ça qui sont encore un peu marginales, mais en tout cas c'est sûr que la question du temps de travail, c'est un levier en tout cas de réflexion sur la sobriété. Est-ce que c'est peut-être une clé pour essayer d'expliquer la baisse de la productivité qu'on constate aujourd'hui dans l'économie française, parce qu'il y a des créations d'emplois qui sont très largement supérieures à l'augmentation de la production de richesse, ou c'est pas pertinent? Si vous voulez, moi j'ai une réponse radicale. La productivité, c'est la production par heure travaillée, par exemple, la productivité du travail. Mais la production en volume, l'augmentation de la production en volume, la croissance du PIB en volume, on ne sait plus la mesurer. On ne sait plus la mesurer, puisque quand vous achetez un smartphone d'une année sur l'autre, on achète le même nombre de smartphones, etc., parce que c'est un marché de renouvellement au même prix. La seule chose qui diffère, c'est la qualité. Ça ne se mesure pas, ça, dans le PIB. Donc la productivité, moi, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas la mesurer. Donc, voilà. On a une production de meilleure qualité aujourd'hui. Voilà. Alors, pourquoi ça inquiète beaucoup de monde, de Gordon à Daniel Cohen chez nous, etc., cette baisse de la productivité, cette stagnation séculaire, etc. C'est parce qu'on associe ça à la création d'emplois. Moins de croissance du PIB par habitant en volume, moins de création d'emplois. Mais il faut complètement séparer les deux questions. Je veux dire, la création d'emplois, il faut regarder ce qui va être détruit, et heureusement, parce que c'est des tâches répétitives peu intéressantes, il faut regarder ce dont on a besoin, et c'est toute la discussion qu'on a eue. Bon, la croissance en volume, on s'en fout, on ne sait pas la mesurer. Intéressons-nous aux bons indicateurs, les emplois, le chômage, les déchets qu'on déverse dans l'atmosphère, voilà. Et ne conservons le PIB que pour savoir comment il est réparti. La seule chose intéressante dans le PIB, c'est le partage salaire-profit et la façon dont il évolue. Ça, on peut le mesurer. Oui, ce n'est pas l'objet de cette table ronde. Il y a une question sur... On a beaucoup parlé de formation tout à l'heure, notamment la formation tout au long de la vie, mais il y a une question de la salle sur la formation initiale. Est-ce qu'elle est, et ça intéresse effectivement beaucoup d'entre vous, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est bien ciblée pour nous préparer ou vous préparer aux emplois de demain? Alors, nous, on travaille beaucoup avec l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Donc, l'exercice et tout ce qui permet d'anticiper les évolutions, évidemment, c'est intégré par l'éducation nationale. Après, il ne faut pas avoir une vision trop adéquationniste de la formation initiale. Je pense que les jeunes que vous êtes aujourd'hui et ceux qui vont rentrer en formation initiale, il ne faut pas les préparer seulement aux emplois d'aujourd'hui, aux difficultés de recrutement d'aujourd'hui. Il faut vous préparer à un monde où, justement, il va y avoir des évolutions dans le contenu des métiers qui font qu'il faut privilégier des compétences transversales, c'est-à-dire des compétences qui vous permettront de vous adapter aux évolutions technologiques, aux évolutions liées à la transition écologique, etc. Donc,
Il y a un grand défi pour la formation initiale, que à la fois s'adapter aux évolutions à venir de notre société et en même temps de former aussi des citoyens capables d'évoluer dans un marché du travail qui est quand même en grande mutation. Sur la formation tout au long de la vie, il y a effectivement une approche qui est plus directe avec les besoins du marché du travail et les difficultés de recrutement. Mais par exemple, on a fait un travail sur IA et compétences, intelligence artificielle et compétences, et on voit que, outre les compétences techniques, évidemment, de maîtrise en informatique, on a besoin de plus en plus de compétences transversales, notamment relationnelles. Et donc ça, c'est aussi des choses qu'on doit apprendre dès la formation initiale, des compétences. Vous savez, la machine, elle saura faire des tâches les plus routinières, même si c'est de moins en moins vrai avec l'IA. Et ce qui va rester à l'homme, à l'humain, c'est ce qui est le plus compliqué. Et c'est là où il y a le plus de relationnel. Donc c'est là-dessus, en fait, que l'avantage comparatif de l'homme par rapport à la machine sera, j'espère, toujours le plus important. Et donc c'est développer cette capacité, c'est ce qu'on appelle ces soft skills. Il y avait une séance, je crois, hier dessus. Voilà, ces compétences transversales, relationnelles. Voilà, dans le secteur de la santé, on voit que il y a des algorithmes et la robotisation fait énormément pour les diagnostics, notamment. Mais ce que la machine ne sait pas faire, c'est le médecin, c'est l'infirmier, c'est l'aide-soignant qui sauront toujours résoudre. C'est comme le dernier kilomètre dans les transports. Donc on voit bien qu'on aura l'humain, les compétences humaines vraiment les plus essentielles seront toujours valorisées. Et donc c'est aussi préparer les étudiants et les travailleurs de demain sur ces compétences transversales. Ouais. Et effectivement, donc l'homme n'est pas totalement inutile. Non, mais sur la formation initiale, vraiment une seule remarque. Il faut recommencer à faire des maths. Et pour ça, il faut faire aimer les maths. Voilà. Mais ça, c'est fondamental. Quand je pense que le niveau qu'on avait atteint et où nous en sommes maintenant, bientôt les Iraniens produiront chaque année plus de mathématiciens que nous. Petit sondage dans la salle. Qui c'est qui aime les maths? Ah oui, il y en a quand même plus, oui. Bon, c'est pas, faut pas désespérer, donc c'est bien. Une question de la salle concernant la réflexion de la mobilisation des citoyens et l'exemple d'une journée solidaire pour couvrir les besoins sur les emplois de mauvaise qualité en manque de candidats. Est-ce que la notion de solidarité de l'entreprise par rapport à la société, c'est quelque chose qui se développe ou ça reste très marginal ? Alors, je vais répondre peut-être pas spécifiquement sur le sujet, mais sur la question plus large de la solidarité. Aujourd'hui, je pense qu'une entreprise ne peut pas, de manière durable, ne pas prendre conscience qu'elle fait partie d'un écosystème plus global et qu'elle a mécaniquement des interactions qui vont au-delà de la relation commerciale de base. Alors, c'est en train d'être mis en place beaucoup par les aspects de performance extra-financière qui font ressortir ces sujets-là et qui les amènent sur le devant de la scène. Mais je dirais que c'est un impératif. Et quand on regarde finalement, et si on s'y intéresse un petit peu, et on voit que les entreprises participent énormément d'un point de vue global. Elles aident des associations, enfin, il y a énormément de tâches qui sont menées par les entreprises. Donc la question, c'est est-ce qu'on devrait massifier pour dire on focalise uniquement sur une question, un aspect. Moi, je trouve que c'est toujours dangereux de prendre un seul sujet et d'oublier tous les sujets qui peuvent derrière se trouver coupés d'aide, coupés d'activités. Voilà. Par contre, il y a sans doute encore énormément à faire pour que les entreprises s'investissent encore plus dans ces sujets-là et qu'à la fin, ça représente des masses critiques encore plus importantes. Le sujet, moi, il me parle beaucoup parce qu'il est global, en fait. Hein. Il est sur l'engagement, il est sur les valeurs de l'entreprise. On parle de marque employeur, on parle de tous ces éléments. Mais en fait, c'est la vision de la reconnaissance, du sens que l'on a, de l'engagement que l'on a. On peut être engagé par une entreprise parce qu'on aime son emploi, on aime la qualité. En fait,
Si on aime son emploi, on n'est pas forcément engagé dans l'entreprise. Donc quand on travaille à l'étranger en home office à 100%, on va peut-être s'éclater dans l'emploi que l'on a, mais on considérera peut-être que l'entreprise, c'est A, B, C ou D finalement. Ce qui est important, c'est la mission qu'on nous donne à un instant T. Moi, j'ai une valeur très forte sur l'engagement et sur les valeurs que peut représenter l'entreprise. Et les valeurs, elles sont à la fois pour le salarié, elles seront aussi à la fois par les actions que mène l'entreprise, dans lesquelles le salarié se reconnaîtra. Et le collaborateur va forcément à ce moment-là choisir, avoir de la fierté, s'impliquer plus, alors pas forcément sur les actions, je dirais, purement professionnelles, mais sur ces actions extra-professionnelles. Et il y a un cercle vertueux, en fait, qui se met là-dessus. Mais je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas sous-estimer les actions qui sont menées par les entreprises de toute taille, mais qui, comme elles sont des fois petites, ne ressortent pas dans le lot, mais qui sont déjà aujourd'hui extrêmement présentes dans l'écosystème que l'on a dans la cité, en fait, tout simplement. Merci. Je voulais... Solidarité des entreprises. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les 20 dernières années avec le développement de ce qu'on a appelé les chaînes d'approvisionnement mondial ou les chaînes de valeur globale. C'est en gros comment s'est organisée la mondialisation dans les dernières années, dans les 20 dernières années. C'est une fragmentation de la production des biens entre différents pays, mais également cette fragmentation entre différentes entités juridiques, entre différentes entreprises. Et ces chaînes sont souvent dirigées par des multinationales qui sont à la tête et qui sont à la tête de ce réseau d'entreprises qui crée les biens au fur et à mesure sur différents segments. Pour répondre aux demandes de leurs consommateurs, les entreprises ont mis en place tout un tas de régulations, qu'on dit régulations privées, mais en fait c'est de la responsabilité sociale des entreprises. Ce sont les audits sociaux, ce sont des contrats avec leurs fournisseurs pour qu'ils respectent un certain nombre de clauses, des codes de conduite sur le travail, sur la durée du travail, sur les salaires, sur la liberté syndicale. C'est beaucoup plus rare, surtout dans certains pays où n'existe pas. Toutes ces mesures, elles ont eu un impact. On va dire il y a eu un impact positif assez mesuré, parce que souvent, ça ne concerne que les premiers rangs de fournisseurs des entreprises. Ça concerne beaucoup certains secteurs, en particulier le textile. On s'en souvient du drame du Rana Plaza il y a quelques années au Bangladesh. Et ça marche bien pour certains domaines de conditions de travail qui sont plus facilement mesurables que d'autres, par exemple, en particulier les questions de santé et sécurité, ou questions de durée de travail, beaucoup moins les questions de liberté syndicale, évidemment. Mais ce qui est nouveau vraiment dans les toutes dernières années, c'est la volonté des États d'agir sur les pratiques d'affaires des entreprises, en fait. On l'a vu avec les directives sur les directives européennes sur le reporting extra-financier, la nécessité pour les entreprises d'être de plus en plus transparentes sur leurs opérations, mais également sur leur interaction avec des fournisseurs. On a eu un certain nombre de législations qui ont existé dans les pays anglo-saxons pour éviter le recours au travail forcé ou le travail des enfants. Il y avait une loi en Californie là-dessus et une loi au Royaume-Uni. Et là, je pense qu'on arrive encore à un stade supérieur avec la loi française sur le devoir de vigilance en 2017, qui impose un contrôle des risques, en fait, liés à la sous-traitance sur les questions environnementales, mais également sur les questions des droits fondamentaux au travail, des droits de l'homme, etc. Et là, la France a été pionnière, évidemment, mais ce n'est pas un mouvement qui est uniquement franco-français. Je pense que c'est amené à se répandre dans d'autres pays. Il y aura certainement bientôt une directive européenne là-dessus qui certainement reprendra une grande partie de ce qui existe en France et dans d'autres pays, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Et donc, ce n'est pas uniquement les entreprises qui décident de leur responsabilité sociale. C'est aussi maintenant de plus en plus ces États qui imposent d'être plus responsables socialement, d'être plus responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs, de ce qu'ils demandent à leurs fournisseurs. Voilà. Une question alors, plus générale sur ces révolutions du travail. Est-ce que
le rapport de force entre employeurs et employés ou travailleurs est en train de se dégrader au détriment de l'employé ou du travailleur. Est-ce qu'on peut observer une tendance générale ou pas, à votre avis? Je sens que ça vous laisse perplexe. Dans un marché du travail en tension comme aujourd'hui, on a un taux de chômage extrêmement bas. Le rapport de force est plutôt en faveur des travailleurs, donc ça c'est assez récent. Ça dépend aussi des statuts d'emploi. Je pense que dans le télétravail, effectivement, ça permet peut-être avec le mode projet de changer un peu le rapport de force, en tout cas le mode d'organisation de relation avec l'employeur. Par contre, dans les plateformes, le rapport de force, je ne crois pas qu'il ait été qu'il soit tellement en faveur des employés. Donc, ouais. Oui, effectivement, le rapport de force depuis 2 décennies, il était largement en faveur des employeurs. Il n'y a qu'à voir la répartition entre travail et capital de la valeur ajoutée qui, dans énormément de pays, a diminué. Voilà, je ne dirais pas en France, c'est un peu compliqué, mais bon. Si on regarde les papiers si on regarde pour les papiers produits pour le G20 par les différentes administrations, que ce soit l'OCDE, le FMI et également le BIT, on voit quand même une tendance baissière de la part du travail dans la valeur ajoutée. Ça dépend d'un pays à l'autre, c'est extrêmement compliqué. Quand est-ce qu'elle a eu lieu? Est-ce que c'était il y a 10 ans? Est-ce que c'était il y a 20 ans? Est-ce qu'on est plutôt dans une phase de stabilité, etc. On sent quand même que le rapport de force est en train de bouger un tout petit peu. Un élément qui est intéressant, qui était mis en évidence dans un rapport récent du BIT, c'est le taux de syndicalisation est en train de légèrement réaugmenter, alors qu'il a cessé de diminuer par tout le monde. On voit un léger frémissement y compris chez Amazon aux États-Unis. Mais on sent un léger frémissement. Et c'est pas tant les syndicats traditionnels, en fait. C'est souvent des travailleurs indépendants qui vont créer leur syndicat. C'est une nouvelle forme syndicale, souvent. Mais il y a un frémissement. On sent un frémissement, une totalisation qui augmente. Voilà. Dans le monde. Je ne parle pas particulièrement de la France. Voilà. Donc, quel est le lien que vous pouvez faire entre toutes ces révolutions du travail et les besoins des nouvelles générations qui réclament plus de sens dans leur travail ou leur futur travail? La question de l'attractivité, résoudre les difficultés de recrutement, ça peut aller avec donner plus de sens au travail, c'est-à-dire améliorer les conditions d'emploi, de salaire, de travail, des métiers dont on parlait tout à l'heure, dont on va avoir beaucoup besoin, des métiers qui sont de mauvaise qualité aujourd'hui, ça peut contribuer à donner du sens. La question de la transition écologique aussi, ça peut permettre de redonner du sens. On voit qu'il y a des attentes, mais pas que des jeunes générations, mais notamment. Alors on a vu les tribunes des jeunes diplômés d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs, mais en fait il y a une enquête de la DARES sur les conditions de travail qui a posé pour la première fois cette question. Est-ce que vous avez l'impression que votre travail porte atteinte à l'environnement? Et en fait, il y a 7% des salariés qui répondent oui et 11% des ouvriers. Donc on voit que ce n'est pas qu'une question de cadre ou de diplômé. Ce conflit éthique qui est lié à l'impact environnemental de son travail, il traverse plus largement le marché du travail. Et donc améliorer aussi la manière dont on travaille, dont on produit et l'impact qu'on a sur notre terre et sur les conditions d'habitabilité, c'est aussi une manière de redonner du sens au travail, je pense. En tout cas, c'est une opportunité. Oui, c'est juste une opportunité. Moi, je suis tout à fait agnostique en matière de technique. C'est la technique, ça peut apporter le pire comme le meilleur. Bon. Donc, ça peut en effet rendre le travail plus intéressant, lui donner plus de sens, etc. Ça peut le rendre absolument emmerdant. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on en fait, ce qui est fondamentalement une question économico-politique. Je vais reprendre les premiers éléments sur le sens. Lorsque nous sommes posé la question du sens de l'engagement, parce que pour nous c'est très lié, la notion de l'engagement, donc la volonté véritablement de travailler pour l'entreprise, elle est forcément le reflet quelque part du sens, mais ça vient aussi par
redonner véritablement les clés aux personnes et pas simplement qu'elles soient un maillon dans une chaîne avec la sensation que rien ne leur appartient, qu'on récupère un peu des boîtes noires techniques, on récupère des données à l'entrée, on doit sortir des données à la sortie, mais on ne sait pas pourquoi on le fait, on ne sait pas dans quel cadre ça va agir, etc. Et c'est souvent la question que l'on voit sur alors, que les emplois soient peu qualifiés ou qualifiés, hein, parce qu'on peut être dans un emploi très qualifié sans avoir aucune connaissance de ce qu'on fait réellement au final, par la fragmentation des tâches. Hein. Aujourd'hui, si vous prenez des tâches de développeur informatique avec les méthodes agiles, vous pouvez avoir des développeurs qui savent qu'ils viennent de développer une fonction qui va permettre peut-être de calculer une TVA dans n'importe quel pays du monde. Bon, mais après, si ça va être utilisé, pas utilisé, ou est-ce que ça va être intégré, dans quel machin, ça, ils n'en ont absolument aucune idée. Donc le sens, c'est donner plus d'explications, donner plus de liberté. En fait, c'est ce sentiment d'appartenir à la construction de quelque chose. Alors c'est très ténu ce que je dis, mais le sens, c'est forcément quelque chose de ténu, c'est variable d'une personne à l'autre. Donc c'est ça aussi qu'il faut rechercher. Donc pour nous, le fait d'avoir dit aux gens on vous fait confiance, il y a le droit à l'erreur, il y a le fait que vous êtes responsable de vos actions, vous pouvez vous contrôler. On ne va pas forcément mettre 10 niveaux de contrôle sur ce que vous faites. Si vous partez en télétravail, vous n'avez pas 60 personnes qui vérifient le temps que vous avez bougé la souris, etc. On vous fait confiance à la base sur le travail. Tout ça sont des éléments qui sont déjà dans le sens. Et après, il y a l'adéquation aussi au niveau de la rémunération. Et je terminerai sur ce point-là parce que c'est un élément important. Le Covid nous a montré, nous, en tant que vendeurs, distributeurs de vente à distance, qu'un emploi essentiel au moment du Covid et tout le temps, mais qui est ressorti spécifiquement au moment du Covid, tout le monde est parti travailler chez lui pendant le premier confinement, et puis il y avait les métiers exposés, hein, ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, qui étaient face à une maladie dont on ne savait rien, avec des moyens de protection dont on ne savait pas grand-chose, mais qui devaient venir travailler s'ils souhaitaient que l'entreprise perdure correctement. Et en ayant donné du sens, en ayant travaillé sur ces éléments, nous, nos salariés, nos collaborateurs ont répondu présent, alors même qu'on leur laissait la possibilité de rester chez eux avec 100% de couverture salariale, puisqu'on complétait le chômage partiel. Mais c'est l'engagement, c'est le sens qui a permis cet élément-là. Et nous, derrière, ce qu'on a compris, c'est que sans ces collaborateurs, quand je dis nous, c'est l'entreprise dans son ensemble, hein, c'est pas la direction, c'est l'entreprise dans son ensemble, et ben ça a permis de décider qu'on aurait un salaire minimum dans l'entreprise égal à SMIC plus 25%. Parce que même ces emplois non qualifiés avaient une part essentielle dans la réalisation des tâches, et ça aussi, c'est une vision du sens de manière globale et du collaboratif de manière globale. Bon, donc voilà, il faut envoyer son CV à LDLC, qui est l'entreprise idéale. Hein, vraiment, on n'a pas trouvé mieux. Hein. On est arrivé au terme de cette discussion. Peut-être juste un mot de conclusion, en quelques secondes pour conclure. On dirait que LDLC a fait sa part. Non, j'avais rien à rajouter. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, voilà. Merci à vous.